Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Émission spéciale évidemment consacrée aux tueurs des Cévennes. Le procureur de la République de Nîmes a tenu une conférence de presse à la mi-journée et on en sait désormais beaucoup plus sur la cavale de Valentin Marconne, sur les raisons qui l'ont poussé à tuer son patron et l'un de ses collègues et aussi sur son profil psychologique ô combien complexe. Thomas Hermont vous retrouve, vous êtes à Nîmes. On a vécu avec vous cette conférence de presse, beaucoup d'éléments donnés par le procureur et notamment sur le profil de Valentin Marconne. Oui, quelqu'un qui a pris peur, qui anticipait un petit peu. Il avait une arme sur lui depuis plusieurs mois en venant au travail. C'est pour ça que le procureur a d'ailleurs retenu la préméditation, puisqu'il est revenu exactement, précisément dans les faits. Qu'est-ce qu'il s'est passé mardi matin? Il avait une première combinaison qu'il a retirée partiellement. Il a ensuite retiré sa seconde combinaison. Il a pris son arme à l'intérieur, tiré 3 coups de feu, voire 4 coups de feu près du procureur de la République, en direction de son patron, puis en direction de son collègue qui a tenté de s'interposer. Il y avait des différends. Son patron, notamment un litige d'heures supplémentaires. Et puis le matin même, il a sur une conversation entre son patron et son licenciement, ce qui aurait permis à l'auteur suspecté des faits d'échanger ce passage à l'acte. L'auteur suspecté des faits est très coopératif en garde à vue, c'est ce que nous précise Éric Morel lors de sa conférence de presse. Écoutez le colonel en charge de la section de recherche de Nîmes au micro de Caroline Bertolino. Depuis son interpellation, donc vendredi en fin de journée, il s'est montré extrêmement coopératif en fait. C'est un jeune homme qui aime le cadre et qui, dans le cadre de la garde à vue, avec les enquêteurs de la section de recherche de Nîmes, s'est complètement laissé aller à nous expliquer par le menu son passé, les raisons de son passage à l'acte, les modalités de sa fuite. Et lors de sa garde à vue, des réponses ont été apportées sur ce qu'il s'est passé précisément mardi matin dans la Syrie, dans la commune des Plantiers. Également d'autres informations sur sa cavale qui a duré 4 jours dans ce périmètre de 15 km² dans la forêt, un terrain qu'il connaissait bien puisqu'il pratiquait de la randonnée et qu'il s'exerçait au tir. Ce que l'on sait, c'est qu'il a quitté son domicile. Il s'est rendu dans ce périmètre. Peu de temps après, il s'est débarrassé tout d'abord de son arme de poing et puis de sa deuxième arme qu'il avait en sa possession. Pour le moment, les enquêteurs ont retrouvé uniquement l'arme de poing dissimulée dans la forêt. Et puis, ils sont ensuite retranchés dans un arbre, dans un trou à sanglier. Et c'est là où il est resté seul dans ce trou à sanglier. Et puis, il s'est rendu aux forces de l'ordre vendredi aux alentours de 19h15. Le parquet précise qu'il demande sa détention provisoire. Thomas Hermont avec Caroline Bertolino. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Évidemment, ça amène beaucoup de questions. On a envie de décrypter ce qui s'est passé pendant ces 4 jours. C'est ce qu'on va faire avec nos invités. Luc-Antoine Lenoir, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste fait divers au Figaro. Christophe Coppen, bonjour. Vous êtes ancien chef des négociateurs du RAID. Et Mélanie Vecchio du service police-justice est avec nous. D'abord, un élément simple, c'est qu'il parle, ce garçon. Et il parle beaucoup. Il n'y a pas véritablement de surprise là-dessus. D'ailleurs, on sait très bien que les profils qui sont à fond narcissiques, comme par exemple le paranoïaque, ce sont des gens, par exemple, qui vont vouloir se défendre seuls. Ils estiment qu'ils sont capables de le faire et qu'ils n'ont besoin de personne, en fait, pour leur tenir la main sur ce genre de choses. Donc, les explications, à partir du moment où ils respectent les gendarmes qui sont en face d'eux, eh bien, à ce moment-là, ils vont pouvoir, sans problème, s'épancher là-dessus. D'où la nécessité, d'ailleurs, d'avoir une très bonne relation dès le départ avec l'individu, dès l'interpellation. Et d'ailleurs, le procureur l'a dit, c'est quelqu'un qui apprécie les règles, qui ne voulait pas faire de mal aux gendarmes, finalement, qui est prêt à coopérer avec eux. Oui, bien sûr. En fait, il était donc l'analyse de son profil, les premiers éléments de sa personnalité montrent, comme l'a dit le procureur et le colonel, que c'était quelqu'un qui était effectivement presque fasciné par le maintien de l'ordre, par les règles de façon générale. Il les utilisait lui-même dans ses procédures qu'il intentait contre ses employeurs successifs, la mairie puis la Syrie. Et il était globalement assez intéressé par tout ce qui était, donc, comme vous l'avez dit, le maintien de l'ordre.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il respecte les gendarmes qui l'ont traqué pendant 4 jours, qui s'est rendu à eux, et que même, si vous voulez, fatigué, hagard comme il a été rejeté, quelque part, il y a peut-être même de l'admiration de la part des forces de l'ordre. Il a voulu tenter tenter de rentrer dans l'armée, pardon. Et donc maintenant, il est entouré de gendarmes, des gens qui l'apprécient, et il se livre. Alors on va rentrer au fur et à mesure de cette émission dans le profil psychologique de cet homme. On va d'abord revenir sur les faits, parce que le procureur nous a donné beaucoup d'éléments. D'abord peut-être sur la question de la préméditation. On va écouter ce que nous a dit le procureur sur ce sujet. Les éléments qui nous permettent de garder l'idée d'une préméditation sont multiples. Il était muni d'une arme en venant sur son lieu de travail, a ouvert une première combinaison, a ouvert un deuxième vêtement sous cette combinaison et s'est alors emparé de son arme. Donc il y a un certain temps dans la manipulation, dans le fait d'appréhender cette arme, de la manipuler et ensuite de l'exhiber pour faire feu. Mélanie, c'est évidemment un des points clés du volet judiciaire de cette affaire qui est ouvert. On rappelle que Valentin Marconne va être déféré en début d'après-midi devant le juge. Il est mis en cause pour un double assassinat. La préméditation, ça change évidemment tout. Ça change tout parce que pour ce double assassinat, il encourt, et le procureur l'a rappelé, la réclusion criminelle à perpétuité. Alors il y a plusieurs éléments que le procureur a retenus, que les enquêteurs ont retenus lors de cette pour insister sur cette préméditation. Il l'a dit, il va venir sur son lieu de travail avec une arme. Alors on ne sait pas pour l'instant si cette arme elle était chambrée, en tout cas elle était approvisionnée. C'est ce que les enquêteurs ont remarqué. Il y avait un conflit récurrent, un conflit sous-jacent avec son employeur et avec son collègue également. Donc ça peut jouer en faveur de la préméditation également. Et puis, il a son attitude, il l'a rappelé, cette combinaison, une autre combinaison, il va sortir son arme, tirer non pas... Enfin, il avait tiré une première fois, 3-4 coups de feu, puis il va ressortir son arme. Donc voilà, il y a tout un contexte qui fait que cette préméditation, elle a été retenue. Bien évidemment, ça peut évoluer au fil de l'instruction, parce qu'il y a une instruction qui a été ouverte par le parquet, et donc c'est le juge d'instruction qui va, au terme de cette instruction, dire s'il retient ou non cette préméditation, s'il retient ou non ce terme d'assassinat. On a appris durant cette conférence de presse qu'il avait un fusil à longue vue, comme on dit, jusqu'à 600 mètres, nous a dit le procureur, qu'il avait bricolé lui-même. Oui. En fait, c'est un fusil qui a une portée théorique et qu'on peut améliorer, notamment en alourdissant la crosse, qui donne plus de stabilité à l'arme et qui permet d'atteindre des cibles plus lointaines. Donc c'est un passionné d'armes. Il connaissait ce genre de technique pour améliorer lui-même les armes. Il était possesseur d'une douzaine d'armes, on dit les enquêteurs pendant la semaine, et c'était manifestement la plus dangereuse d'entre elles qu'il avait retenue pour s'équiper. Et pour qu'on comprenne bien, parce que justement sur les armes, c'était un amateur d'armes, il est parti avec 50 cartouches. En fait, il avait installé un système de vidéosurveillance autour de son domicile qui a permis aux gendarmes de voir comment il est parti, donc avec ces fameuses 2 armes, avec 50 cartouches, nous dit le procureur. Et c'est ce qui a généré aussi l'inquiétude des gendarmes, de se dire, il est armé jusqu'aux dents, et donc il peut s'en prendre à nous. Il a fait un choix, en effet, d'avoir une arme de sniper, donc de viser à très longue distance. En règle générale, donc les tirs se font à 300 mètres à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est une arme qui a une portée, c'est un calibre 308, donc c'est une arme de grande chasse, et donc avec une cartouche qui est très puissante, et donc on peut aller tirer du gros gibier, en fait, à très longue distance. Donc c'était un risque majeur à ce niveau-là. Mais il aurait pu faire un choix d'une arme de combat, beaucoup plus rapprochée, puisqu'il avait à sa disposition notamment des fusils d'assaut. Et ce qui est assez fou, c'est là où on se dit qu'on est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être terrible, c'est qu'il était caché à seulement 600 mètres de chez lui. Ça veut dire qu'il a vu les gendarmes perquisitionner. À 600 mètres, c'est exactement la distance avec laquelle il pouvait encore tirer et toucher des gens. Écoutez le procureur sur cette cachette, justement. Très vite, après avoir après s'être débarrassé de ses armes, il a rejoint un abri, une espèce de trou à cochon, à sanglier, qu'il a aménagé à main nue, de manière à pouvoir agrandir le trou. Et finalement, il s'y est terré pendant de très longues heures. Sa fuite, et donc la traque, a duré 83 heures en tout. Précision du commandant de la section de recherche qui était avec le procureur au moment de la conférence de presse, ça dit plein de choses. Et c'est véritablement intéressant de comprendre. D'abord, il était à 600 mètres seulement de chez lui. Assez naïvement, on se dit, mais comment le GIGN n'a pas pu le trouver ?
Quelqu'un qui est rentré dans une logique de fuite, on se doute qu'il ne reste pas à côté de chez lui. Donc les investigations ont dû se faire, notamment avec les chiens, au démarrage. Mais il est tout à fait possible, en fait, qu'il ait fait une boucle pour revenir sur une zone qui est un petit peu plus proche de sa zone d'habitation, qui est également une zone donc de sécurité, sa base de sécurité. La preuve, c'est que quand il va être totalement donc sans aucune énergie et sans possibilité de durer, il va revenir vers son village, revenir vers sa maison. Donc il est dans une logique de fuite au départ. Pour nous, c'est paradoxal cette chose-là. Tout simplement parce que on se dit, c'est très organisé au départ. Il a gilet pare-balles, il porte une arme qui est chambrée en effet, peut-être donc. Alors chambrée, c'est armé, hein, enfin voilà, c'est-à-dire que la cartouche est déjà en arrière, donc il est approvisionné, le chargeur est plein, donc voilà, dans l'arme, et si elle est chargée, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus qu'à appuyer sur la queue de détente pour que ça parte. Ça montre de la détermination, ça montre également, une fois qu'il a eu tué, de sang-froid dans la tête, et à plusieurs reprises, donc, dit le procureur, même avec un mouvement donc où il revient sur le tir. Donc ça veut dire qu'il y a une détermination absolue. Et puis la fuite derrière avec un choix d'une arme de gros calibre pour pouvoir donc se défendre, on se dit c'est forcément quelqu'un d'organisé. Non, mais ça c'est notre raisonnement rationnel à nous. La réalité des choses, c'est que on le voit, on est très souvent après un passage à l'acte sur un espèce de réveil cognitif. C'est-à-dire que la personne est sidérée par son acte et tout d'un coup, elle prend conscience qu'elle a fait quelque chose de gravissime. Il y a une espèce de sortie, en quelque sorte, du fantasme et elle revient dans une réalité. La réalité, c'est la fuite. Elle était dans une logique peut-être de mort au départ, c'est-à-dire être tué, pourquoi pas, hein, puisqu'il est complotiste. Et puis, au bout d'un moment, il s'enfuit pour survivre. Mais seulement, il ne s'est pas préparé du tout. Et on voit toute l'immaturité du personnage, notamment quand il jette ses armes au démarrage. Ben, ça veut dire que tout simplement, il veut se débarrasser des preuves du crime. Et ensuite, il se rend aux gendarmes en disant « Excusez-moi ». Comme un gosse qui a été pris en faute. Peut-être qu'il faut rappeler ce que nous dit le procureur sur ces armes, justement la manière dont il va s'en débarrasser. Alors, il a d'abord dispersé. Donc, il a dispersé son arme de poing. Il l'a cachée dans le tronc d'un chêne mort, d'un châtaignier mort, ce qui a été très difficile pour les enquêteurs justement à récupérer. Et puis l'autre arme, donc l'arme longue, le sniper, il l'a défait en plusieurs parties. Il l'a démonté et il a jeté ces parties-là dans une crevasse ou dans un trou rocheux, à proximité aussi du lieu où il était. C'est cette arme qui est encore recherchée par les gendarmes actuellement. Mélanie, on essaye tous de s'imaginer comment il s'est caché. Donc on a donc ces éléments, un trou de cochon. Le procureur nous dit qu'il a gratté pour élargir, pour s'y cacher, sans avoir rien à manger. Alors, non, il n'avait rien à manger, effectivement. Toutefois, il a choisi sa cache pas par hasard, ce trou de sanglier, ce trou de cochon pas par hasard, parce qu'il était à proximité d'un ruisseau. Donc, s'il n'avait pas à manger, s'il n'avait pas de quoi se nourrir, en tout cas, il a eu de quoi boire pendant quelques jours, pendant ces 4 jours de cavale. Il n'avait plus, donc le ruisseau était gorgé, le ruisseau était approvisionné, donc il a pu boire dans ce ruisseau. Et puis, les enquêteurs l'ont dit, l'ont vu, quand il s'est approché d'eux en s'excusant, ils l'ont à la fois nourri et ils lui ont donné à boire parce qu'il était extrêmement affaibli. Donc on suppose que pendant cette cavale, il ne s'est pas approvisionné. Que sait-on aujourd'hui de cet homme, de son entourage? On sait qu'il a une femme, qu'il a un enfant. Il était en conflit avec tout le monde dans ce village. C'est un peu ça qui ressort? Il avait ces obsessions un petit peu juridiques et judiciaires qui l'avaient amené à être en conflit avec son premier employeur qui était la mairie. Il avait une sorte de contrat d'insertion qui n'avait pas été reconduit. Et dès cette époque, il avait déposé des plaintes pour des paiements d'heures supplémentaires, de choses comme ça, et des procédures en somme. Ensuite, il avait été embauché à la scierie de Luc Tessonnière. Il avait des collègues, etc. Mais lui se plaignait du non-paiement, encore une fois, d'heures supplémentaires. Et ça pourrait être aussi un des aspects sur lesquels les enquêteurs travaillent actuellement, qui explique le passage à l'acte. Et le procureur Éric Morel a aussi parlé de l'évocation d'un licenciement le matin du drame. En gros, peut-être qu'il s'est pris... il s'est senti un petit peu à la fois lâché par les institutions judiciaires qui ne prenaient pas ses plaintes en compte, et puis, si vous voulez, bientôt licencié, le risque du chômage, etc. Donc c'est peut-être aussi une des raisons qui explique le passage à l'acte, en plus de sa paranoïa et de son caractère, de sa personnalité. Mais il avait beaucoup de problèmes, effectivement, avec certaines personnes dans le village. Ce que vous dites est intéressant, c'est-à-dire que le procureur nous a dit qu'il avait confiance dans les institutions.
Ces plaintes ont été classées sans suite. Ouais. Et de là est né une sorte de ressentiment ou de sentiment d'être seul et d'être la victime. Complètement. Quand on a des profils qui sont de type paranoïaque, on en a connu beaucoup au RAID ou au GIGN, bien évidemment, c'est un petit peu malheureusement les profils que l'on redoute le plus. Là, en l'occurrence, seuls les médecins psychiatres vont pouvoir poser le diagnostic. Ouais. Et vous avez vu que le procureur de la République est extrêmement prudent. Il dit, au sens commun des choses, on voit bien qu'il y a plein d'éléments qui sont paranoïaques, notamment lui d'ailleurs en parle lui-même. Donc il est peut-être tout à fait conscient des troubles qu'il subit. Eh bien, il y a un processus qui est le processus d'attaque systématique en termes de conflit, de l'ensemble des gens qui sont acteurs autour de lui et qui peut-être participent au complot. On appelle ça d'ailleurs en matière psychiatrique la quérulence. Voilà, c'est un terme très particulier qui montre des gens qui systématiquement déposent plainte contre tout le monde et sont en conflit avec tout le monde. C'est particulièrement problématique parce qu'ils tordent la réalité. En fait, ils croient avoir raison et ils défendent vraiment cette impression qu'ils sont victimes avec beaucoup de justesse en plus et souvent des éléments factuels. C'est très difficile pour les juges de trancher là-dessus sur le côté psychiatrique. Si je peux me permettre, il a été déçu par les magistrats au point que chez lui ont été retrouvées des photos de 2 magistrats d'Alès. Alors on ne sait pas si c'est en lien avec ses propres dossiers, etc. Mais ça fait partie des éléments qui montrent qu'il a eu un grand ressentiment ou au moins une grande déception par rapport à cette institution judiciaire. Beaucoup de questions encore sur ce profil psychologique qu'on va évoquer dans la deuxième partie de l'émission. Un mot, Mélanie, sur la suite, puisqu'on a été sur le volet judiciaire aussi. Qu'est-ce qui va se passer pour lui maintenant? Alors, pour l'instant, la garde à vue est toujours en cours. Elle se termine en début d'après-midi. Il va ensuite être déféré au tribunal, présenté à un juge d'instruction, puisque maintenant, il y a une instruction qui est ouverte. Et puis, ce juge d'instruction qui le mettra sûrement en examen. L'étape d'après, ça va être la présentation à un juge des libertés, de la détention et des libertés. Et ce juge va statuer sur son placement en détention provisoire. En tout cas, c'est ce qu'a requis le procureur de la République. Un déferment qui devrait intervenir en début d'après-midi. On sera à Nîmes dans un instant. Vous restez avec nous puisqu'on va évidemment continuer à évoquer le profil de Valentin Marconne, comment il s'est caché, comment il a fui et surtout ce qui le motivait, comment il vivait, comment va aussi le village des Plantiers, là où il vivait, où il laisse une femme, un enfant. On sera sur place dans un instant avec nos envoyés spéciaux. À tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. La suite d'Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité police-justice. Émission spéciale consacrée au tueur des Cévennes. Qui est vraiment Valentin Marconne? Il a 29 ans, une épouse, une petite fille de 1 an et il est l'auteur d'un double meurtre ou d'un double assassinat. La préméditation est évidemment au cœur de cette affaire. Le procureur de la République de Nîmes a tenu une conférence de presse à la mi-journée. Il nous a donné beaucoup de détails sur cet homme qui se sentait agressé par les autres, qui se sentait victime, qui se dit lui-même peut-être paranoïaque, même si à ce stade il faut rester prudent. On va essayer avec nos invités de décrypter son profil, de comprendre ce qui s'est passé. Mais d'abord, direction Nîmes où vous vous trouvez, Anthony Lebos. Le principal suspect, Valentin Marconne, est donc toujours en garde à vue, déferment imminent. Oui, Valentin Marconne va être déféré en début d'après-midi pour être présenté devant un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Une mise en examen pour assassinat sur ces 2 victimes. La préméditation est donc retenue selon le procureur de la République de Nîmes. Pourquoi? Il y a plusieurs éléments. D'abord, le jour du drame, mardi dernier, le tireur est venu armé, une arme chargée de munitions, voire chambrée, c'est-à-dire prête à tirer. Cela reste à vérifier, mais cela voudrait dire que quoi qu'il arrive, il avait prévu de tirer en venant sur les lieux de son travail. Deuxième élément, c'est le mode opératoire. Il dit aux enquêteurs durant sa garde à vue qu'il y a eu une altercation entre lui, son patron et son collègue. Il y a eu un échange de mots et à ce moment-là, Valentin Marconne, ouvre sa combinaison, retire un deuxième vêtement, prend son arme, tire et selon le procureur de la République de Nîmes, il y a eu un certain temps avant qu'il puisse exhiber son arme. Il a eu aussi le temps, selon le procureur, de rabaisser son bras avant de rouvrir le feu entre ces 2 victimes, signe d'une éventuelle préméditation. Enfin, troisième élément, le tireur a ouvert le feu à 3 reprises, voire 4. La qualification de préméditation est donc retenue et pour ces 2 assassinats, il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le principal suspect va donc être déféré en début d'après-midi pour être mis en examen pour assassinat. Le parquet a requis son placement en détention provisoire.
Anthony Lebos, avec qui on va suivre, avec Domiti Berthaud évidemment, le déferment de Valentin Marconne. Et on va en attendant essayer de revenir sur ces 4 jours, de comprendre le profil de ce jeune homme de 29 ans avec nos différents invités. Bernard Tellier, bonjour. Vous êtes ancien négociateur du GIGN. Pascal Neveu, bonjour. Vous êtes psychanalyste, directeur de l'Institut français de la psychanalyse. Luc-Antoine Lenoir, toujours avec nous, journaliste fait divers au Figaro. Et Mélanie Vecchio, toujours avec nous, du service police-justice de BFM TV. Beaucoup de questions, évidemment, beaucoup de fils à tirer pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. D'abord, peut-être, Anthony évoquait, Mélanie, à l'instant, les motivations probables qui ont poussé Valentin Marconne à passer à l'acte. Tout ça partirait d'un conflit avec son employeur. Oui, un conflit qui est visiblement ancien. En fait, 2 conflits qui se sont superposés. Le premier, c'est un paiement d'heures supplémentaires qu'il avait avec ce conflit qu'il avait avec son employeur depuis quelque temps déjà, quelque chose qui le taraudait, a dit le procureur de la République de Nîmes. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, il va surprendre une conversation entre son collègue et son employeur. Et ils parlaient tous les deux d'un possible licenciement du suspect pour faute grave. Et c'est à ce moment-là que c'est cet élément supplémentaire qui a peut-être influencé son passage à l'acte. En tout cas, c'est vraiment un contexte, le contexte de son travail, de ce conflictuel avec son employeur, avec cet employé qui a incité son passage à l'acte. Ça n'était pas la première fois que ça arrivait. Un conflit avec son employeur, un conflit avec des gens du village, il y en avait d'autres. Oui, bien sûr. Donc, il y avait cet épisode du contrat d'insertion dans la mairie, où je crois qu'il participait à la gestion des espaces verts, etc. Et là encore, il était très en conflit avec l'ancien maire, puisque c'était l'ancien maire qui l'employait. Il avait aussi sa photo chez lui, signe d'éventuelle volonté de représailles contre lui, on ne sait pas. Mais dès cette époque, il avait des démêlés, il avait porté des plaintes, déposé des plaintes qui n'avaient pas été reçues, pas été traitées. Et c'est tout ça qui a fait que sa paranoïa, si elle existe et si elle est caractérisée, est montée, et sa déception de l'institution judiciaire aussi. Alors vous employez avec prudence le terme de paranoïa, comme l'a fait le procureur de la République de Nîmes. Alors évidemment, on a envie de vous entendre sur cette notion-là. On va écouter justement ce qu'en a dit précisément le procureur. Rien, strictement rien, ne permet de dire qu'il soit paranoïaque, et nous laisserons cela aux experts psychologues et psychiatres qui pourront déterminer s'il l'est ou pas dans le cadre de l'information judiciaire. Pour autant, au sens commun du terme, on sent que c'est quelqu'un qui avait peur, qui ressentait de la peur vis-à-vis de certaines personnes du village avec lesquelles il avait pu être en conflit. C'est en tout cas la manière dont lui l'exprime, et c'est cette peur de voir ces individus éventuellement s'en prendre à lui et à sa famille qui l'avait conduit à porter un gilet pare-balles pour se rendre à son travail depuis près de 3 ans, et à se rendre aussi à son travail avec une arme de poing sous ses vêtements depuis aussi plusieurs mois. Pascal Neveu, la prudence sur le caractère paranoïaque de cet individu, ce sont les experts psychiatres qui vont évidemment l'expertiser, qui le diront. Mais il y a beaucoup d'éléments. Cette peur qu'il avait des autres, ce sentiment d'être en conflit avec les autres, c'est ça qui pourrait justifier cette idée de paranoïa? Moi, ça m'a très surpris, toutes les précautions du procureur. Alors, il a raison, tant qu'il n'y a pas d'expertise psychiatrique, on ne peut pas se prononcer. Mais il a quand même un profil où on a l'impression qu'il est dans des conflits relationnels permanents, il est dans une menace un peu exagérée, il prend énormément de précautions, il y a une blessure narcissique chez lui. Tout cela, ce sont des éléments qui permettent de repérer une personnalité paranoïaque. Il est dans la peur également. Alors, on prend beaucoup de précautions, on est bien d'accord, mais tout du moins, ça montre un profil plutôt paranoïaque. Il y a des éléments qui sont troublants quand le procureur précise 3 ans qu'il venait au travail avec un gilet pare-balles. Bah, vous le feriez pas comme moi, enfin je sais rien. Non, a priori, tout va bien. Mais donc effectivement, on est quand même sur des petites touches de personnalité qui posent question et qui peuvent amener effectivement à un tel diagnostic. Bernard Tellier, le profil de cet individu, c'est ce qui rendait aussi sa traque, sa recherche particulièrement difficile, parce qu'on ne sait pas ce que peut faire un individu comme ça. Oui, tout à fait. C'est complètement imprévisible. Hein. Mais je voudrais revenir un peu sur la déclaration du procureur. C'est assez surprenant. Il dit que pour l'instant, on ne peut pas prouver que ce soit quelqu'un qui a une personnalité paranoïaque, mais d'un autre côté, il donne toutes les caractéristiques
d'une personnalité paranoïaque, quelqu'un qui a peur. Les paranoïaques sont méfiants, c'est pour ça qu'ils sont dangereux. D'ailleurs, ils pensent que tout le monde est contre eux et c'est pour ça qu'ils ont peur. Donc d'un côté, il dit qu'il n'a pas une personnalité, puis de l'autre côté, il donne tous les caractéristiques d'un paranoïaque. Après, ces gens-là, oui, ils sont extrêmement méfiants puisqu'ils ont peur de tout. Ce qui les caractérise, c'est une surestime de soi. Ils sont très autoritaires, c'est pour ça qu'ils ont des conflits avec les autorités, aussi bien professionnelles que justice. Hein. Et ces gens-là aussi sont calculateurs, donc ils vont essayer de calculer, de faire plein de choses pour qu'on ne les retrouve pas. Donc ça va être très difficile de les retrouver parce qu'ils peuvent se cacher et ne pas réapparaître. Alors, un des hommes artisans de la reddition de Valentin Marconne est avec nous, colonel Laurent Haas. Bonjour, merci d'être avec nous dans Affaires suivantes. Vous êtes le commandant du groupement de gendarmerie du Gard. Vous avez évidemment eu toutes ces informations que nous on découvre progressivement depuis le début. Comment avez-vous travaillé sur le profil psychologique de Valentin Marconne pour tenter de protéger vos hommes, pour tenter de l'approcher, peut-être sans prendre trop de risques ? Alors, ces informations, nous ne les avions pas toutes d'emblée. Hein. Elles résultent en grande partie des investigations judiciaires menées par les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes. Ce que nous savions au départ, c'est que l'individu était connu de la gendarmerie localement, voilà, pour des contentieux relationnels, mais pas de fait de violence. Nous savions qu'il était détenteur d'armes, et c'est à peu près tout ce que nous savions des contentieux qu'il avait nourris avec l'environnement dans le village. Et ces informations, évidemment, on les a collectées dès la commission des faits et dans les heures et les jours qui ont suivi. Nos négociateurs et nos enquêteurs ont, à partir de là, appuyé la manœuvre sur le plan tactique en nous donnant au fur et à mesure des témoignages et des investigations des éléments qui ont permis de cerner la personnalité, donc d'essayer d'en déduire la manière dont il allait manœuvrer avec nous. Colonel, sur les armes, justement, le procureur nous a dit qu'il avait installé à Valentin Marconne un système de vidéoprotection autour de chez lui, que ça vous avait permis d'avoir une idée de ce qu'il avait avec lui durant sa cavale. Alors, il ne m'appartient pas de m'exprimer de manière détaillée sur les conclusions qu'on va pouvoir tirer de l'examen de ces matériels techniques, mais nous savions assez rapidement avec quoi il avait pu s'enfuir, probablement l'arme ayant servi à commettre le double homicide, et puis une arme d'épaule avec laquelle il était susceptible de nous porter des coups à longue distance. Et ça aussi, ça a guidé l'approche tactique qui a été celle des différentes unités de gendarmerie, à la fois la brigade locale qui a procédé immédiatement au bouclage de la zone pour le fixer sur le terrain, l'empêcher de sortir et éventuellement de poursuivre un périple meurtrier. C'est ce que nous craignions initialement. Et puis au fur et à mesure, le dispositif s'est étoffé avec d'autres moyens techniques parce que nous savions qu'il était susceptible d'opérer des tirs à longue distance sur un terrain qu'il connaît parfaitement et dans lequel il avait préparé des caches. Un tir à longue distance, le procureur nous a donné cette distance de 600 mètres possible. 600 mètres, c'est aussi la distance qu'il y avait entre l'endroit où il s'est caché et la maison où il vivait. C'est-à-dire qu'il a pu potentiellement voir les gendarmes perquisitionner chez lui. Je voudrais qu'on parle de cette cache où il était. Le procureur nous a dit un trou de cochon. Est-ce que vous-même, vous l'avez vu? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, il a utilisé plusieurs caches. Pendant les 4 journées qui ont duré la traque, il a circulé dans la zone en laissant un certain nombre d'indices, notamment olfactifs, qui ont été détectés très vite par nos chiens. Et à partir de là, on a, je dirais, entravé sa manœuvre pour l'acculer dans une zone de plus en plus réduite. Dans laquelle, effectivement, il y a la dernière de ces caches. Mais on en a trouvé plusieurs. Colonel, vous restez... Je vous en prie, terminez. Dans un secteur qui est très, très giboyeux. Il y a énormément de sangliers, de cervidés. Et donc, la dernière cache est effectivement dans ce qu'on appelle une remise à sanglier.
où il était à l'abri des vues depuis au moins la dernière journée. Colonel, vous restez avec nous, je me tourne vers Bernard Tellier. On entend ce récit du travail des gendarmes. On se rend compte à quel point, dans ces moments-là, tout est tactique. Il faut le faire bouger, il faut le laisser éveiller, il faut suivre ses différentes traces. Oui. Alors, ce qui est bien dans ce dispositif, ce qui a été phénoménal, c'est directement, ils ont envoyé un dispositif au plus large pour le contenir dans une zone. Ils ont prévu extrêmement large parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils sortent de cette zone. Vaut mieux prévoir quelque chose de plus large que plus concentré qui malheureusement soit passé au travers des mailles du filet. Et ils ont continuellement, du jour après jour, essayé de reconnaître les zones. Donc la zone de non reconnue était de jour en jour plus en plus petite. C'est pour ça qu'un certain moment, le général dit on va bientôt être sur lui. Parce que au bout du 3e jour, la zone non reconnue était de plus en plus petite. Donc il savait. Et là où tout le monde disait qu'il était passé à travers les mailles du filet, et là où tout le monde disait qu'il était certainement enfui de cette zone, la gendarmerie a tenu bon et a continué méthodiquement à faire son travail. Il faut savoir que quand vous faites des recherches comme ça, et j'en ai fait auparavant, vous êtes très exposé en tant que gendarme. Vous progressez, vous marchez, donc vous faites du bruit, donc on vous voit, et là on peut vous tirer dessus facilement. Et le problème, c'est que vous attendez à tout moment que quelqu'un vous tire dessus. Alors ils étaient 350, et on se dit, si ça tire, j'espère que c'est pas moi, mais au moins on l'aura localisé. Et avec son arme à longue distance, il aurait pu faire vraiment un carnage sur les gendarmes. Ce qui était rassurant, c'est que à aucun moment, dans les cibles qu'il avait décrites chez lui, les photos qu'il avait, il y avait les forces de l'ordre. Donc ça rassurait un peu les forces de l'ordre ça rassurait les gendarmes en disant, on n'est pas pris pour cible. Et ça, pour la recherche, c'était un peu plus serein. Pascal Neveu, sur ces zones évidemment très larges de recherche qui se sont resserrées, et au final on se rend compte qu'il n'est pas parti bien loin de chez lui. C'est cohérent avec son profil, ou au contraire on pourrait nous s'imaginer que commettre un méfait nous emmènerait à partir très très loin et à fuir le plus loin possible? Vous savez, si on est dans l'hypothèse d'une personnalité paranoïaque, ce sont des gens qui ont besoin de contrôler l'autre. L'autre est un objet menaçant pour eux. Donc lui, en plus, avec un profil où il voulait devenir sniper, il n'a pas pu le vivre, on a l'impression qu'il passe à l'acte et qu'ensuite il joue au sniper. Parce qu'il y a quand même des comportements très particuliers. Et puis ensuite, il redevient, je ne sais plus lequel de vos intervenants tout à l'heure disait, il y a pu y avoir une dissociation de l'identité, il retrouve une autre identité par la suite, qui est le petit garçon qui a fait une grosse bêtise, qui a joué dans sa tête également, et qui va s'excuser immédiatement. Il a un comportement très particulier, ce Valentin. Colonel, un petit mot, un sentiment personnel. Il y a eu 4 jours de traque, il y a eu un village totalement confiné, il y a eu la peur. Monsieur Tellier nous le disait à l'instant, dans le rôle que vous aviez à essayer de retrouver cet individu. Aujourd'hui, vous avez quel sentiment qui prédomine? Écoutez, le sentiment du devoir accompli, la famille de la victime, la famille de l'auteur, les villageois vont pouvoir, grâce au procès, avoir des réponses aux mobiles, aux raisons qui ont poussé à ce double homicide. Et finalement, c'est le plus important. Il aurait été dommage que on soit obligé de le neutraliser autrement. Donc cette tradition pacifique est pour nous une bonne chose. Merci beaucoup, colonel, d'avoir pris quelques minutes pour être avec nous dans Affaires suivantes ce dimanche. Vous vouliez réagir, Bernard Tellier? En fin de compte, c'est vrai que c'est surprenant qu'il soit resté dans une zone de 600 mètres de chez lui, qui s'est pas enfui loin. Mais je pense qu'il était complètement surpris, cet individu. En fin de compte, il s'est dit, tiens, la gendarmerie départementale vont mettre quelques barrages sur les routes, je vais me cacher 24 heures, et puis ils vont lever le dispositif, je vais pouvoir retourner chez moi, prendre mon arme et terminer la tuerie que j'ai commencée. Parce que c'était ça son objectif, continuer à tuer les personnes qu'il avait ciblées. Mais là, il a été complètement dépassé par les événements, il ne s'attendait pas à ce que le GIGN arrive, que 350 gendarmes le cernent, et il a été complètement dépassé, et c'est pour ça justement qu'il n'est pas parti autre part. Il s'est dit, ils vont tous croire que je suis parti en Espagne comme l'affaire avant, et puis non, il était resté là, et il s'est fait coincer parce qu'ils ont une surestime d'eux. Donc à partir de là, ils pensent qu'ils ont raison, et d'un côté, c'est ce qui l'a piégé. Voilà. Luc-Antoine Lenoir, vous étiez dans les Cévennes, je crois, encore hier. Oui. Que disent les gens de lui? Alors, il voulait pas énormément parler de lui. Si vous voulez, la première chose que les habitants des Plantiers acceptaient de dire, quand ils acceptaient de parler, c'était d'abord qu'ils étaient en deuil. Finalement, cet intermède de traque les a empêchés de penser, de se souvenir des victimes. Donc, après l'arrestation, le deuil est revenu en pleine face de tous ces habitants.
Ils se sont tous retrouvés le vendredi soir, ils ont pleuré ensemble, de soulagement et en même temps de tristesse. Et puis, ils évoquaient donc hier matin beaucoup le deuil de Luc Tessonnière, Martial Guérin, ces 2 employés, ces 2 habitants de la commune qu'ils ont perdus. Ensuite, sur le profil de Valentin Marconne, ceux qui m'ont parlé, en tout cas, m'ont dit que c'était quelqu'un de très réservé qui ne sortait pas beaucoup. Vous savez, c'est un village qui a quand même une certaine moyenne d'âge. Lui, ça faisait partie des jeunes sûrement rares du village. Et parmi ces jeunes, il n'était pas forcément très intégré. Une aubergiste m'a dit que c'était quelqu'un qui avait l'air un peu frustré, un peu voilà, recroquevillé sur lui-même. Mais il voulait pas tellement lui donner d'importance. Enfin, il y avait une sorte de peut-être d'oubli qui commençait, d'oubli volontaire. Ensuite, la question dans le village qui va être très intéressante, c'est comment ce village va vivre avec la famille du meurtrier et les familles des victimes. C'est évidemment, et vous me faites une transition toute trouvée, ce que nous a dit le maire des Plantiers. Il était avec nous ce matin sur BFM TV et avec beaucoup d'émotion, il venait de rencontrer justement la femme de Valentin Marconne. Et il nous a expliqué comment lui, maire, avec tous ses agents, il allait devoir essayer de reconstruire son village. On l'écoute. Nous étions tous les deux assis sur une terrasse, quelque part ici, dans un hameau. Et nous avons parlé, nous nous sommes pris par la main. Et je me suis engagé auprès de son épouse à dire « Nous allons reconstruire, il faut que ta petite fille grandisse et qu'elle soit accompagnée. Et que personne ne puisse jeter sur elle ni sur toi un regard d'opprobre et de rejet. Je vais l'accompagner. » Pascal Neveu, il y a effectivement dans ce village 2 familles, l'une terriblement endeuillée, l'autre qui a collaboré. On rappelle, le procureur l'a précisé d'ailleurs, que c'est la famille de Valentin Marconne qui a tout de suite prévenu les gendarmes quand ils ont compris ce qu'il avait fait. Il y a 2 familles qui vont devoir vivre dans ce village. Vous savez, vous avez vu le choc, la sidération pendant plusieurs jours, la terreur également, un traumatisme extrêmement violent. Je crois que les obsèques ont lieu mercredi. Si j'ai bonne mémoire, ça va être un moment extrêmement éprouvant pour tout le monde, surtout dans un petit village. Et même si c'était une plus grande ville, peu importe, il va y avoir un deuil collectif. Mais on voit dans plein d'affaires également que les parents, ils sont pas responsables des actes de leurs enfants également. On l'a vu dans d'autres affaires récentes également. Je ne vais pas dire qu'on a pardonné, mais quoi qu'il en soit, on a pu communiquer et être dans la simplicité simplement affective, parce qu'il y a ce temps de deuil qui va être très long. Parce qu'il était très apprécié, ils se connaissaient tous également. Donc imaginez, tout le monde est endeuillé là, en ce moment. Comment vous l'avez ressenti émotionnellement sur le terrain, ces 2 familles qui vont se retrouver là? Alors évidemment, j'ai pas pu leur parler. Je pense que de ce que j'ai entendu, c'est que la famille de Valentin, et notamment sa femme et son beau-père, sont des gens à terre aujourd'hui, abasourdis, qui ne comprennent pas, qui essayent de comprendre et qui luttent pour essayer de retrouver ou d'envisager un retour à une vie normale. La famille des victimes non plus, elle est restée très discrète, il n'y a pas eu de déclaration. Entre ces 2, vous avez toute une population du village qui, encore une fois, comme je vous l'ai dit, essaye de tourner la page de Valentin Marconne. C'est quelqu'un dont ils veulent sûrement plus voir la photo, qu'ils veulent oublier. J'ai pas senti de ressentiment particulier, d'animosité par rapport à... Par contre, voilà, le maire avec qui je me suis entretenu, on sent que c'est quelque chose, même s'il n'en dit pas trop, c'est quelque chose qu'il a vraiment particulièrement à cœur, l'unité de la commune après ce drame. Et puis, ce qui va se passer, c'est aussi l'attitude le procès, je pense, effectivement, va être très important pour tout le monde, puisque ça dépendra de la coopération de cet homme-là. Et puis, son expertise psychologique va être fondamentale, puisque je sais que c'était pas dans le village des Plantiers, mais c'était juste à côté où habitait Martial Guérin à Saumanne. J'avais parlé aussi avec des gens la veille. Il n'avait pas encore été retrouvé. Et là, on disait, écoutez, s'il s'est suicidé, ça me conviendra aussi, parce que les psychiatres lui trouveront des excuses au procès. Et donc, il y a effectivement cette envie à la fois de l'oublier, de le voir payer, qui peut, comment dire, perturber le retour à la vie sociale de sa famille, vous voyez, parce qu'il reste vivant. Donc, Quand vous dites ça, je pense aussi, Mélanie, et ça a été un moment fort de ces 4 jours, à la voix de son père, enregistrant le message pour lui dire de se rendre. C'était un moment fort. Ouais, un message de 39 secondes. En fait, ce sont les négociateurs qui ont demandé au père de Valentin Marconne d'enregistrer ce message, un message d'amour pour son fils, où il répète qu'il a besoin de lui, que sa femme, son épouse, que sa fille, âgée d'1 an, ont besoin de lui. On a appris aujourd'hui que ce message, donc, il avait été diffusé dans les médias et puis dans la forêt. Sauf que ce message n'a pas été entendu visiblement. C'est ce que dit Valentin Marconne en garde à vue. Il n'a pas été entendu par l'intéressé lui-même. Bernard Tellier, pour conclure ce plateau, il y a évidemment encore beaucoup de choses à dire, évidemment, mais
Est-ce qu'on est là face à une affaire sans beaucoup de précédents? Sans beaucoup de précédents. C'est-à-dire prendre une telle ampleur du dispositif gendarmerie, tout ça, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Et heureusement, des recherches comme ça, il y en a eu. Je pense à Colonna, je pense qu'il y en a énormément, mais elles sont moins médiatisées, donc on en parle moins. Et ça se termine souvent par un suicide de l'auteur. Donc ça, on en parle moins. Mais c'est vrai que celle-là, elle est assez importante. Pour revenir rapidement sur le message du papa, je pense pas que ça aurait influencé ce jeune homme, hein, pas du tout. Il fallait le tenter quand même, il fallait le tenter. Mais aussi, ça permet, je reviens sur ce que Pascal disait, les parents ne sont pas responsables des crimes de leur enfant. Et faire cela permettait à montrer à la population que le père était avec la population et non avec son fils. D'un mot, hors norme, cette affaire? Oui, et puis il y a encore autre chose que moi qui m'interpelle énormément, c'est qu'il ne souhaitait pas d'avocat. Ça en dit long sur son profil psychologique également. Il est dans le contrôle ou alors il est dans la rédemption. Il est redevenu un être humain qui veut être puni parce qu'il y aurait une blessure narcissique et il va rester dans ce clivage psychologique. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Alors peut-être qu'il va changer d'avis à un moment donné, mais elle est à la fois hors norme et puis malheureusement assez banale face à ce que les gendarmes et les policiers connaissent dans ces affaires terribles. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus sur le plateau d'Affaires suivantes pour nous aider à décrypter et à comprendre cette actualité. On se retrouve évidemment dimanche prochain avec Dominique qui sera bien présent pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. D'ici là, bon dimanche.